Donne-moi des ailes pour que je m'envole. Je regarde le ciel cloué au sol. Salut, donc pour cette vidéo je vais parler de My Hero Academia, des 3 premiers tomes. Donc My Hero Academia, j'avais lu ça il y a quelques années, j'avais dû lire environ les 10 premiers tomes, quelque chose comme ça. Et comme ça m'avait beaucoup plu, j'ai décidé de tous les relire depuis le début et de faire une revue, environ tous les 3 tomes, parfois ce sera 4 tomes. Dans ces vidéos, je vais essayer de parler de construction de récit, de mise en scène de l'auteur, et de pourquoi les shonen c'est trop bien de manière générale, hein. Du coup ces vidéos sont vraiment intéressantes que si vous avez lu les tomes dont je vais parler, parce que je vais pas faire des résumés, je vais spoiler sans trop faire attention, etc. Donc vous êtes prévenus. My Hero Academia s'est publié depuis 2014 à la Shueisha, donc Jump Comics, tout ça. L'auteur est Kohei Horikoshi et c'est publié dans sa version française par Kiun Edition. Pour commencer la vidéo, je trouve ça intéressant de lire les premières phrases que dit le héros dans le récit. Les hommes ne naissent pas égaux, cette désillusion a défini mon existence. Et Izuku est donc ce personnage plongé dans une espèce de rêve mouillé de Magneto où tout le monde, quasiment la population entière est un mutant, a des super pouvoirs la X-Men. Et Izuku est une exception dans ce monde-là parce qu'il n'a jamais eu de pouvoir qui s'est développé en lui. Et donc cette injustice dans laquelle est enfermé Izuku est quelque chose de purement biologique, quoi. On peut rien y faire, c'est comme naître avec 2 têtes ou des bails comme ça, ou une maladie orpheline. C'est terrible, c'est un coup du destin, et a priori on ne peut rien y faire pour pouvoir empêcher ça. Ici on est dans un univers où les héros existent déjà dans le folklore humain, dans la mythologie humaine, via les comics de super-héros. On parle pas de films, en tout cas les comics existaient déjà avant l'avènement des humains mutants. Et donc il y a tout un discours un peu méta évident de l'auteur qui réalise un fantasme de pouvoir plonger son univers de manga dans un type d'univers de super-héros de comics, donc de bande dessinée américaine, que lui-même a fantasmé et dont il a été nourri. Qu'il était comme Izuku, privé de ce monde de super-héros, et que c'est grâce à une grande figure à la Superman, à la All Might, qu'il a pu avoir la volonté nécessaire et le travail, l'acharnement nécessaire pour pouvoir arriver à imposer son propre manga de super-héros, et de pouvoir s'immiscer dans le grand mythe des super-héros via sa propre bande dessinée, donc via son propre talent de mangaka, et que l'auteur, à force de travail, d'inspiration de grandes figures de la bande dessinée américaine et de personnages créés de super-héros, a pu trouver la motivation et la force pour pouvoir arriver au résultat qu'il nous donne à voir dès ce premier tome, qui est donc un manga de super-héros. Et que donc avant même que Izuku ait accès au All Might, on est déjà dans une forme d'accomplissement de héros de shonen qui est l'auteur. Enfin, le mec, il publie à la Shueisha, quoi, donc dès sa publication, il a des millions de lecteurs à disposition, à donner à voir son travail. Et que donc, avant même qu'on ne commence à lire ce manga, le fait que ce manga existe est déjà un accomplissement de shonen, de héros de shonen neketsu de la part de l'auteur, car c'est un monde dans lequel, il faut vraiment se battre pour réussir à se faire une place, quoi, le monde du manga, de la bande dessinée de manière générale. Et que donc, cette force de parcours qu'il a dû forcément avoir pour en arriver là, pour arriver à la publication de son manga, il va pouvoir le mettre en scène via son héros, Izuku, et raconter à travers lui son parcours et sa force de mangaka, via une métaphore de super-héros qui est dans une montée de puissance, quoi. Via une narration de son héros qui est Monsieur Personne, qui est dans une position de fan de BD. Il est vraiment... Izuku c'est intéressant parce que c'est un nerd, c'est un mec introverti, ce qui est aussi super cool pour un héros de shonen, je trouve. Ça change des Naruto, de Luffy. C'est un héros qui est très cérébral, on sent qu'il est mal à l'aise avec son corps et tout ça. Ce qui permet donc aussi à d'autres personnes de pouvoir s'identifier à lui, ou avoir juste de l'empathie envers une personne introvertie. Et Izuku est vraiment dans cette position de fan de comics, même un peu chiant, tellement qu'il connaît tous les détails par cœur. Vous voyez, c'est fans de bande dessinée... qui connaissent l'encreur, qui connaissent toutes les dates de parution et qu'est-ce qui est canon ou pas dans l'histoire, selon quel auteur, etc. Ces fans de comics hyper pointus qui sont vraiment devant un trip hyper excessif, j'ai envie de dire, mais je comprends leur trip, hein, je les salue. Je comprends cette jouissance qu'ils peuvent avoir d'être hyper pointilleux et ultra connaisseurs d'un domaine. Et donc Izuku est vraiment dans cette position-là du fan qui va se transcender
et que sa connaissance acharnée de fans de comics, de super-héros, il va étudier tous les super-héros, tous les bails, tous les pouvoirs, toutes les stratégies optimales selon quel super-héros, etc. Il va vraiment... C'est le genre de mec qui va prendre très au sérieux la question, hein, qui est le plus fort entre Superman et Batman, qui est le plus fort entre Son Goku et Superman. C'est quelqu'un qui prend ça très littéralement, très à cœur, très au premier degré, on s'imagine très bien ce personnage faire ça. Et que sa connaissance de geek fait qu'il a déjà un background, un appui, avant même de devenir un super-héros, qui va lui servir à devenir encore plus puissant. Et que Izuku va acquérir un pouvoir de super force, de super vitesse, donc quelque chose qui est très physique, dans le corps, et qui est donc plus, moi je trouve dans mon imaginaire en tout cas, un pouvoir, comme les pouvoirs sont souvent mis en lien avec la personnalité de la personne qui a ce pouvoir, genre quelqu'un qui maîtrise les flammes, aura souvent un caractère enflammé, sera un extraverti, etc. Pour moi, quelqu'un qui a une super force et une super vitesse, donc quelqu'un qui fait vraiment appel à son corps, pour moi ce genre de pouvoir est plus associé à quelqu'un d'extraverti qui va justement avoir beaucoup de charisme comme All Might, avec très fédérateur autour de lui, donc beaucoup de caractéristiques de héros de shonen importantes. Ici, Izuku, qui est un personnage complètement renfermé sur lui-même, on voit tout son malaise, toute sa phobie sociale, tout son côté cringe, le fait qu'il parle beaucoup tout seul aussi pour penser. On le voit chuchoter avec un type de bulle caractéristique, on le voit chuchoter, donc il est super cringe quoi. Il y a un moment d'ailleurs, il y a un des personnages qui lui dit, putain, t'es quand même chelou mec, arrête. C'est vraiment cool. Donc ce personnage d'introverti va acquérir un pouvoir qui va faire qu'il va pouvoir, en étant intellectuel, mais aussi en accord avec son corps, et donc avec une puissance physique et intellectuelle. Mais Izuku il me plaît beaucoup parce que moi je me reconnais en lui dans ce mec plutôt introverti, avec beaucoup de malaise social et tout ça. Et que donc ça me fait plaisir de voir un héros de shonen qui va devoir porter un récit sur ses épaules, qui va devoir être fédérateur envers un groupe de personnes, comme tous les héros de shonen. Il doit devenir une icône quoi. Donc c'est vraiment cool de voir un personnage comme ça mis sur le devant de la scène, aux côtés d'un Naruto, d'un Luffy, de toutes ces grandes icônes du shonen. Mais donc même si le personnage est vraiment intéressant, je trouve mon personnage préféré pour juste à partir du tome 3, enfin jusqu'au tome 3, ça reste comme Katsuki, qui est donc son rival un peu taré quoi. C'est une espèce de Vegeta, parce que comme Vegeta, il va ressortir beaucoup de violence symbolique quand il est face au héros. Par exemple, la gentillesse d'Izuku, il va la détester parce qu'il va toujours prendre ça pour de la pitié, comme une manière pour Izuku de se sentir supérieur à lui, et que donc Katsuki, qui lui est un gamin très doué, très intelligent, c'est un espèce de chef dans la cour de récré, et qu'en plus il a un pouvoir, un alter très puissant, et que donc il a beaucoup de points communs avec Vegeta, il est colérique, il va toujours se voir dépassé par le héros, et ça va être insupportable pour lui de vivre ça, et en même temps c'est ce qui va le pousser à toujours vouloir se dépasser et aller plus loin. Et moi j'aime bien ce personnage Katsuki parce qu'il est très brut de décoffrage quoi, il va être colérique, il va être hyper instable émotionnellement, qu'il est quand même très très inquiétant, et que le personnage est tellement insécurisé, il a tellement de défauts, qu'on se dit que toute son évolution, s'il arrive effectivement à évoluer de manière positive, on va dire ça comme ça, le personnage va être très intéressant à suivre, parce qu'il démarre de très très loin, là où Izuku est déjà une espèce d'éthique de couche morale presque déjà parfaite. Et donc la marge de manœuvre du personnage d'Izuku paraît moins intéressante, et déjà beaucoup plus prévisible que celle de Katsuki. Et donc Katsuki est vraiment un personnage que je trouve qui a l'air très bête de prime abord, très peu intéressant parce que très caricatural, mais en fin de compte l'évolution discrète, mais en même temps très présente qu'a le personnage déjà au cours de 3 tomes, fait que j'ai envie de le suivre et que j'ai envie de voir son évolution plus que n'importe quel autre personnage dans le récit pour le moment. Et que comme Vegeta aussi, ce personnage peut avoir quelque chose de très détestable, parce que dès le début du récit, il fait une incitation au suicide à Deku, au héros. Et donc il fait quelque chose d'assez horrible, en plus de le harceler constamment dans toute sa vie scolaire, de tout le temps le rabaisser, de le menacer physiquement, donc le personnage est vraiment quelque chose de détestable, et justement on a envie de le voir évoluer en quelque chose de mieux, et on attend beaucoup de ce personnage. Et puis il faut aussi parler de All Might, qui a vraiment un visuel hyper bizarre avec ses 2 oreilles de lapin, donc il a une figure de Superman, de super-héros américain, il a un peu une espèce de... il ressemble un peu à une espèce de Trump, mais avec un corps de super-héros, avec sa chevelure blonde pétante, enfin c'est du jaune quoi, c'est même plus du blond. Et que visuellement il est intéressant parce qu'il a pas ce côté beau gosse
que peut avoir un Superman. Mais vraiment, le truc que je préfère chez lui, c'est quand il est en mode décharné. Quand il est tout maigre, quand il ne maîtrise plus son All Might. Là, je trouve vraiment son visuel vraiment génial, je trouve sublime ce personnage d'un point de vue graphique. Et il me fait beaucoup penser au dessin de Carlos Meglia, qui est le dessiné Cyber Six. Il y a vraiment quelque chose avec les cheveux bizarrement dessinés, sa tête très géométrique. Et vous allez voir, je vais mettre des images. Parce que j'ai été revoir un peu Cyber Six, parce que justement ça m'a fait que ça. Et il y a un des personnages qui a exactement les mêmes espèces d'antennes de cheveux, qui est donc l'assistant du professeur nazi dans Cyber Six. Et donc il dénote vraiment de ce qu'on peut s'attendre à un personnage de manga habituel. En plus, il est super drôle, parce que le fait qu'il crache du sang en rigolant, et ou simplement en parlant, c'est vraiment hilarant, quoi. Et All Might aussi, bien sûr, une manière d'être dessiné, le trait, et aussi la manière de dessiner les ombres en petites hachures, quadrillées. Il se singularise de cette manière-là aussi par rapport au reste de l'univers de My Hero Academia, ce qui renforce encore davantage ce côté de héros de comics à cause du trait, à cause de cette manière de ombrer son personnage, pour montrer encore une fois son statut d'icône et sa valeur symbolique en tant que personnage de comics de idéal à atteindre. Et aussi dans le tome 3, c'est assez cool parce que Deku va être dessiné avec ce graphisme-là, avec ce type de trait, ce type de quadrillage, à un moment où il va réussir à être rassembleur, charismatique, et donc on va montrer tout le potentiel d'All Might que le personnage peut devenir. Plus Deku va se rapprocher de cette icône de héros qui va essayer de marquer la pop culture, donc dans le vrai monde, où l'auteur va vraiment essayer de transformer son personnage. Ça va être le pari de l'auteur, j'ai l'impression, avec ce manga, de faire devenir son personnage une icône aussi grande qu'un Spider-Man. Et donc ça se montre aussi par cette transformation du trait de manga à comics de super-héros, quoi. Et que donc dans ce récit, aucun des super-héros montrés dans le récit dans ce manga n'est encore à la hauteur du super-héros américain qui est l'idéal à atteindre, quoi. Et que ce super-héros américain dans le récit est en déclin, est occupé de perdre sa puissance, et que donc il y a toute symbolique de faire passer le flambeau via le All Might au mangaka, au japonais. Et c'est assez rigolo de voir les choses comme ça. Avec les shonen qui sont aussi dans toute cette idée de culture du mérite, de adoration des héros, des grandes figures. À un moment dans ce manga, on cite même du Napoléon. C'est bon, tout ça c'est très critiquable, mais ça fait aussi partie du folklore du truc. Et aussi de créer c'est aussi le moyen pour les personnages de rester tout le temps dans une espèce de truc d'inspiration, de toujours vouloir aller plus loin. C'est des astuces à double tranchant, j'ai envie de dire. Et une des premières apparitions de All Might, quand il est en mode bourrin puissant, il y a un truc que j'adore, qui est parfois dans certains mangas, il y a ça dans Silver Spoon, c'est le fait de faire rigoler un personnage tout en le faisant parler. Donc on va voir les bulles du personnage, et en arrière-plan, on va voir le rire du personnage, quoi. Et dans Silver Spoon, c'est super bien utilisé parce que ça accompagne une des personnages qui est arrogante, elle fait ho 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 tout en parlant quand elle apparaît. Ça fait comme un thème musical collé au personnage, et donc, comment on dit, enfin, vous voyez ces trucs-là, d'avoir un thème précis pour un personnage comme dans les Final Fantasy par exemple. Et donc ça utilise un truc de bande dessinée assez rigolo, le fait de pouvoir faire une double utilisation de la voix, de la bouche, même de manière générale, pour un personnage. Et donc là, ça permet un truc impossible, c'est-à-dire faire un rire tout en discutant, tout en ayant un long discours, une longue parole. Et ça donne un ton hyper particulier au dialogue, qu'on peut pas vraiment retrouver ailleurs, qui est vraiment difficile à retranscrire, autrement justement qu'avec un thème musical rigolo, qui peut traduire le rire, et puis faire le personnage parler avec de la voix, comme dans un dessin animé. Et ça c'est une astuce de mise en scène que j'aime beaucoup, que je trouve très forte. Et justement, c'est le genre de truc signature collé à un personnage se fait aussi beaucoup par les bulles. Par exemple, Izuku, son truc de parler, de chuchoter, donc de réfléchir à voix haute, au lieu de mettre une ligne de bulles normale, il va mettre des pss, 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 autour de sa parole pour entourer son dialogue. Et donc ça c'est une signature visuelle de Izuku, donc même si on ne le voit plus dans le cadre, si on voit cette bulle là apparaître, on sait que c'est lui qui va parler, donc ça personnifie aussi sa voix, et en plus aussi de lui renforcer un trait de caractère. Et il y a d'autres personnages comme ça aussi qui vont avoir des signatures bulles, de forme de bulles, genre Tenya, lui qui va avoir des bulles plus carrées comme ça pour montrer son côté strict, et il y a d'autres astuces comme ça. Ça donne des possibilités à l'auteur en fait.
En plus d'être très cool et très efficace visuellement, ça donne des portes d'entrée pour des astuces de mise en scène futures pour l'auteur, encore une fois, de pouvoir mettre, attribuer la parole d'un personnage sans devoir forcément le montrer, rien que parce qu'on reconnaît le type de bulle qui va lui être associé, quoi. Et que de manière générale, comme Deku, c'est quelqu'un qui intériorise beaucoup, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'il va devoir évoluer, d'être plus explicite, et plus dans la relation avec les autres personnes autour de lui. Et que lui, il se renferme sur lui-même et il commence à réfléchir comme un autiste. L'auteur va devoir mettre en scène de plein de manières différentes pour que ça reste dynamique, la manière dont pense Deku, la manière dont est présentée sa pensée. Et du coup, Deku, qui est quelqu'un qui est très dans l'intériorisation, dans le fait d'intellectualiser les choses, on va aussi nous montrer ça par les encadrés narratifs. Donc les encadrés narratifs, c'est quand tu mets du texte, mais donc sous forme dans un cadre, quoi. Et donc souvent les encadrés narratifs dans les bandes dessinées, ça sert à raconter, à donner une narration plus extérieure, quelque chose de beaucoup plus narratif, quoi. Par exemple, ici dans cette case, c'est un truc du genre, depuis ce jour-là, il ne m'a plus jamais harcelé. Donc par exemple ici, Deku fait un constat qui est déjà validé par le futur, comme s'il racontait ça d'un point de vue futur, complètement très lointain à cette scène-là, qui racontait ça à ses petits-enfants, par exemple. Ah, depuis ce jour-là, ça s'est toujours passé comme ça, je peux faire déjà ce constat-là. Et donc on nous montre aussi Deku raconter le récit via ses encadrés narratifs, qui montre aussi qu'il a une espèce de vision extérieure aux événements qui se passent, et qu'il est prêt à être uniquement dans l'observation, dans le fait de narrer les choses que les autres vivent, et que le monde, du monde qui se passe, et qu'il a exclu, quoi. Et d'ailleurs, juste avant le moment où All Might va apparaître dans sa vie pour changer complètement son destin, lui filer un alter, on voit Deku accepter finalement sa situation de personne banale. C'est terrible de dire ça parce que c'est pas comme ça que je pense une personne qui n'a pas de super pouvoir dans le monde de super pouvoir. Je pense qu'elle reste une personne tout à fait formidable et intéressante et digne, aussi digne que n'importe quel autre humain. Mais c'est comme ça que Deku se voit à ce moment-là du récit, il se voit comme quelqu'un de moins bien que les autres. Et à ce moment-là du récit, il est aussi prêt à l'accepter, et donc ça c'est montré via une narration extérieure, où il est prêt à accepter son impuissance, comme il dit, quoi. Et donc ce moment, ce constat n'est pas montré sous forme de bulle de pensée, ces paroles-là, c'est très important, c'est montré sous forme d'encadré narratif. Donc cet encadré narratif donne deux constats à ce moment-là du récit. Ça montre que c'est une réflexion, un constat qu'il est prêt à donner sur le long terme dans sa vie, et ça montre aussi qu'il est prêt à vivre un peu en extérieur du reste du monde, pas être dans le moment présent, mais plus être dans une personne qui va être uniquement dans l'observation de ce que les autres font, et que lui-même ne va s'écarter du monde pour ne plus être qu'un observateur par rapport à ce moment-là. Donc c'est un constat assez tragique, quoi. Mais cet encadré narratif va être interrompu par le cri de All Might, et qui va changer son destin à ce moment du récit pour pouvoir le permettre, grâce à son pouvoir, de lui donner la volonté et les capacités de pouvoir être à nouveau quelqu'un qui est dans l'action, dans le fait de participer au monde. Et le poids de manière générale que ressort Deku, comme c'est quelqu'un qui est très émotif, c'est un peu une éponge, quoi. Il a du mal émotionnellement à gérer sa vie. On va aussi beaucoup nous montrer Deku ressentir le poids des choses, quoi, visuellement dans la composition de la case en soi. Soit parfois on va nous montrer Deku ressentir le poids via les lignes de vitesse qui l'écrasent complètement, et d'ailleurs dans une des cases aussi on le montre même étriqué au sein de la case. Et d'ailleurs dans la page où on voit Sekou accepter son destin, pour dire les choses un peu tristement, on montre toujours Katsuki au-dessus de lui, mais Deku n'est plus étriqué dans une case, l'auteur n'a même pas dessiné de case autour de lui, donc il y a une espèce de libération de l'acceptation de son sort à ce moment-là. Et d'ailleurs avec ce truc de ligne de vitesse, c'est un truc que j'aime bien parce que c'est montré plusieurs fois comme pendant le récit, les lignes de vitesse qui viennent l'écraser, au moment où il apprend que son destin va changer, qu'il peut devenir un super-héros. Là les lignes de vitesse sont montrées sur le bas du personnage, quoi. Il est traversé par toutes ces lignes de vitesse, mais elle continue vers le bas de la case, dans le mouvement de ses larmes en plus, et donc il y a toute sa pression qui vient se déverser, qui vient se relâcher à ce moment-là dans le récit, qui est donc hyper important forcément pour lui. Et donc ça rend ça encore plus beau. Et donc dans les shonen neketsu, comme on sait, surtout, enfin Dragon Ball c'était une autre époque, quoi, mais depuis les shonen plus modernes, on va dire, il y a énormément de personnages. L'auteur doit dessiner quantité de personnages différents, en plus là dans un contexte d'école, quoi.
Et donc là c'est vraiment la galère, et donc en général pour pouvoir s'en sortir, les auteurs caricaturent tous les personnages en leur donnant un ou deux, mais souvent un seul trait de caractéristique qui va les définir très rapidement. Il y en a un, ça va être le pervers, il y en a un autre, ça va être le mec qui va uniquement parler de virilité, il y en a un, enfin une souvent ça va être la fille timide. Mais c'est par les interactions qu'ils vont avoir les uns avec les autres qu'ils vont pouvoir se nuancer, parce qu'ils vont tous se challenger mutuellement leur comportement, et donc apporter de la nuance. Et c'est comme ça aussi que Katsuki, on va lui donner une autre dimension au moment où quelqu'un va se foutre de sa gueule, parce que c'est un petit colérique merdeux. Et donc ça c'est un véritable challenge pour l'auteur, de pouvoir mettre des personnages pour lesquels on a quand même envie d'avoir de l'empathie, mais que l'auteur n'a pas le temps de développer. Et donc il est obligé de les présenter de manière très superficielle et sans profondeur pendant très longtemps, tellement qu'il a des personnages à devoir développer. Au moins un tant soit peu. Et donc c'est pour ça que le graphisme est très important aussi. On a besoin de se sentir proche du personnage directement par le visuel et une catchphrase. Et ça c'est vraiment pas gagné d'avance quoi. Et pendant ces 3 tomes, le récit va très vite. Et je trouve justement qu'on moque de ces moments, par exemple dans One Piece. Je pense que parmi mes moments préférés dans One Piece, c'est quand ils sont entre 2 îles, entre 2 aventures, et qu'on les voit sur leur bateau occupés de déconner entre eux, d'interagir entre eux, d'être dans leur amitié et tout ça, sans qu'il y ait un enjeu de fin du monde. Et donc ces moments-là sont vraiment importants, ils sont vraiment géniaux, ils sont hilarants et te rendent les personnages encore beaucoup plus attachants. Et dans My Hero Academia, je trouve qu'on moque de ces moments-là, parce que le récit veut aller très vite, ce qui est bien en soi, mais je trouve qu'on manque quand même trop de ces moments importants où on voit juste les personnages être de leur vie quotidienne et avoir des petits enjeux. Et d'ailleurs on le voit entre les chapitres, quand il présente les personnages, l'auteur dit plusieurs fois ces personnages j'aimerais bien les développer un peu plus, on verra quand j'aurai le temps de le faire, j'espère que j'aurai le temps de le faire. Donc on voit lui-même qu'il est dans cette volonté-là, de vouloir faire du développement de personnages et comme il est toujours dans des moments d'action et tout ça, il est obligé de développer ses personnages dans ces moments-là, ce qui est bien aussi. Mais encore une fois, je trouve qu'on moque de moments du quotidien. Ce qui aurait déjà dû se passer davantage, je trouve en 3 tomes. Et d'ailleurs, dans l'idée du personnage de Izuku, qui est quelqu'un, donc son constat, c'est de dire que le monde est un monde cruel, le monde est cruel, comme dirait l'autre. Et donc un monde où les humains ne sont pas égaux les uns par rapport aux autres, et donc c'est encore plus marqué par ces sociétés où tu peux avoir un pouvoir génial comme stupide. Izuku, donc son nom, apparemment, si j'ai bien compris, en japonais, peut se lire aussi de manière à ce que ça se lise Deku qui veut dire en gros beau à rien, donc qui est une insulte. Et donc c'est une insulte que Katsuki va lui lancer, mais que Ochako va plus trouver que c'est un surnom amical et encourageant. J'ai pas exactement compris comment elle arrive à cette conclusion là, mais pourquoi pas. Et donc Izuku, comme il est dans une espèce de malaise complet par rapport au fait de communiquer avec les filles, comme Ochako dit que c'est un chouette surnom, il va accepter tout d'un coup ce surnom là, rien que pour lui faire plaisir, donc c'est un peu débile, mais ça va lui permettre aussi de se réapproprier une insulte, ce qui est quand même quelque chose d'assez courant chez les personnes opprimées, on va dire. Je vais pas dire les mots, mais toutes les horribles insultes racistes qui peuvent se dire, qu'il va se réapproprier une caractéristique insultante pour en faire une force. C'est encore une fois une caractéristique des personnes opprimées, ce qu'il était, vu que c'était quelqu'un qui était harcelé à l'école, et son pouvoir. Et ce qui en dit long sur les intentions du personnage, sur son devenir, quoi. Et du coup, pour terminer, je vais parler de cette scène où on voit Horikoshi mettre en scène la pensée de son héros au moment où ils sont attaqués par les méchants pour la première fois, la Ligue des super vilains ou une connerie comme ça, je sais plus c'est quoi le nom. Donc ce moment est important pour Izuku, parce que c'est un moment où il va se rendre compte que, à force de surréfléchir les choses, il va parasiter complètement sa pensée, car il va prendre trop de paramètres en compte, et ce qui va faire qu'il va pas réussir à être efficace et dans une situation d'urgence, et que c'est important pour lui d'apprendre à trier sa pensée et à la rendre plus claire, plutôt qu'être dans ce trip, à mon avis, dans lequel il prend beaucoup de plaisir de chercher à prendre en compte tous les paramètres, d'être en mode joueur d'échecs et tout ça. Et qu'en fin de compte, c'est pas comme ça qu'il faut être, dans une situation d'urgence de super-héros, c'est pas efficace, et ça met même les autres en danger, et que c'est un compromis qu'il doit faire avec lui-même pour pouvoir se recentrer sur la réalité et plus être uniquement enfermé dans son monde de la pensée. On va d'abord montrer Deku parler à ses 2 potes, où il va partager son analyse par rapport à une phrase du méchant, et puis le personnage va se refermer sur lui-même, même physiquement, il va se mettre comme ça, et il va commencer à murmurer des trucs, pour
pour essayer de réfléchir à la situation. Donc il va se couper de des deux autres personnages quoi. Et sur la case juste à côté on va nous montrer sa réflexion, mais cette fois-ci uniquement sous forme de pensée, donc sans bulle, vraiment avec le texte qui va s'aligner à différents endroits pour montrer que sa pensée est confuse, qu'elle part dans tous les sens, et en plus avec des lignes au-dessus de sa tête qui montrent qu'il y a une espèce de poids qui commence à s'installer, une espèce de panique qui commence à arriver sur lui, parce que justement il s'interroge trop sur plein de paramètres inutiles pour le moment présent. Et finalement, sa pensée, la troisième étape, elle va être montrée directement, entièrement dans des cases, qui va montrer donc des cases passées du manga. Et on va montrer des scènes qu'il va se rappeler, quoi. Et donc il va être dans un gros niveau d'abstraction dans sa pensée, où plutôt que de vouloir tout formuler avec du texte, il va se rappeler d'images, d'actions très concrètes, de moments importants, concrets, qui vont le sortir de son intellectualisation inutile du moment présent. Et donc il va avoir une espèce de moment de stupeur où il va se rendre compte de l'erreur de laquelle il était jusqu'à présent. Et tout ce moment de réflexion va finalement se concrétiser par un on s'en tape, où le on s'en tape va être complètement libéré de toute bulle, etc. et va être directement intégré dans la case, donc avec le reste du dessin, donc de l'action en cours. Il va plus être isolé du reste, où il va réussir à prendre une position de leader. On va montrer la forme de la bulle de dialogue cette fois-ci, donc il va enfin s'exprimer envers ses potes. On va montrer ces bulles-là dessinées avec un trait qui rappelle le trait de All Might, le trait très épais et brut. On sent qu'il a été inspiré par All Might et il va pouvoir l'exprimer clairement dans sa prise de décision, dans sa prise de parole, dans sa prise de charisme soudain. Et en plus, sur le bras de Deku, on nous montre un trait de puissance comme ça qui lui vient pour montrer aussi qu'il toute la pression qu'il avait, ça montre que plutôt que de montrer un effet de puissance qui est écrasant pour lui via des traits qui peuvent par exemple être au-dessus de sa tête comme on l'a vu, ici entouré de blanc on a complètement effacé le décor, il est libéré de ce genre de pression, et que donc toute la pression, toute la puissance est concentrée dans son bras qui est prêt à frapper, à aller dans l'action. Et donc voilà, tout ça je trouve que c'est vraiment des manières très cool de montrer l'évolution d'un personnage par les bulles, par sa manière de montrer la réflexion, par des cases, par des trucs très bonne dessinée quoi. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte continuer a priori, donc comme j'ai dit, à faire une revue de tous les tomes en les prenant par tranche de 3 ou 4. Et je vous remercie pour votre temps de cerveau et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Alors écoute-moi bien petit fils de pute. Bon, toi on va te battre, tu vas te dégager, tu vas te casser de là, et les modos soyez plus réactifs. Et voilà, tu te dégages, plus jamais tu vois, vous me le ghost ban, je sais pas si ça existe. Vous me le dégagez, il rentre chez sa daronne lui. Allez, écoute-moi bien toi espèce de petit enculé. Je vais te dégager, vous me le bannez lui. Je peux savoir ce que vous foutez les modos, bannez-moi tous ces connards là. Tu dégages ta race d'ici, allez, ça c'est pour toi. Vous me les bannez. Lui qui a dit joue ta mère, je veux que vous me le dégagiez là. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je lui ramène des pêches? J'ai rien compris à ce qu'il veut lui. Donc il faut que je ramène du bois, allez. Ok. Ah merde, je me suis trompé de bouton. J'adore collecter hein. Faut savoir que moi j'adore les jeux où il faut collecter.